La justice protège les pédophiles. Après cette complicité de merde! Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, une édition spéciale du Vent se lève, un long format inédit pour parler des violences policières, des discriminations et des dysfonctionnements au sein de la police française. L'objectif est de dépasser le débat actuel pour cerner les causes de ce qui est dénoncé, d'aller au-delà du clivage police versus manifestants ou police versus personnes discriminées. Ne pas apporter une critique aveugle de la police, mais une compréhension des problématiques et des causes. Essayer de rétablir le dialogue entre police et population, c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Les violences policières sont-elles devenues systématiques? Comment les débordements en tout genre, y compris les discriminations, sont-elles rendues possibles par un système et par une partie de la hiérarchie? Quelle est la responsabilité du gouvernement dans ce divorce entre une grande partie de la population et la police? Pour en discuter aujourd'hui, nous accueillons Laurent Nguyen. Laurent Nguyen, bonjour. Vous êtes CRS depuis 12 ans. Vous êtes toujours en exercice de vos fonctions. Vous êtes délégué du syndicat Vigir Rhône-Alpes et aujourd'hui, vous venez nous parler de votre parcours, des souffrances liées à votre travail et nous donner un regard inédit sur les coulisses du maintien de l'ordre. À vos côtés, Maxime Nicole. Maxime Nicole, vous êtes une des figures du mouvement des Gilets jaunes. Vous êtes connu pour vos dénonciations des violences policières. Vous avez également dénoncé des abus que vous avez vous-même subis de la part des forces de l'ordre. Et aujourd'hui, vous avez accepté de venir discuter avec un policier sur notre plateau. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. On va directement rentrer dans le vif du sujet avec vous, Laurent Nguyen. Vous exercez toujours en tant que policier, mais aujourd'hui, vous annoncez vouloir quitter la police. Après avoir encadré de nombreuses manifestations, dont celle de la loi travail en 2016 à Paris, et celle des mouvements des Gilets jaunes à Paris et à Lyon notamment. Alors, je vais commencer avec cette question. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision de vouloir quitter la police française ? Bonjour Salomé, bonjour Maxime, bonjour à vos auditeurs. Donc effectivement, je suis CRS, toujours en activité. Et si aujourd'hui j'en arrive à parler et à libérer ma parole, c'est que j'arrive à la fin de mon histoire au sein de la police. Je suis rentré pour certaines raisons. J'ai traversé 12 ans en tant qu'acteur, en tant qu'observateur, au sein des forces de police et plus particulièrement des CRS. Et mon évolution fait que je ne suis plus en adéquation avec mon engagement initial et que j'arrive à la fin de cette histoire. Donc aujourd'hui, pour moi, il est temps de partir. Qu'est-ce que vous entendez par ne pas être en adéquation avec votre engagement initial ? La réponse est très simple, c'est que je pensais en rentrant dans la police servir un rôle, servir une fonction, servir la population française et le faire en étant humain. J'ai mis du temps à vraiment trouver mon humanité, mais je pense que du moment où j'ai trouvé mon humanité en moi, où j'ai été en adéquation avec mes valeurs, j'ai senti vraiment un décalage entre mes aspirations en tant qu'être humain et ce qu'on attendait de moi en tant que policier. Et vous évoquez ce qu'on attend de vous en tant que policier. En quelques mots, qu'est-ce que vous estimez qu'on attend de vous En un seul, obéir. D'accord. Voilà. Et or, notre devise en CRS, c'est servir. Servir, c'est servir le peuple français au nom duquel on est censé exercer notre profession. Et on est assez loin du compte aujourd'hui. Alors effectivement, aujourd'hui, la police fait face à de très nombreuses critiques, notamment en ce qui concerne les violences policières qui sont beaucoup évoquées dans les médias actuellement. Le bilan des blessés pendant les récentes manifestations est tout de même assez lourd. On a beaucoup de blessés, particulièrement pendant le mouvement des Gilets jaunes. Au moins 24 personnes qui ont été éborgnées et 5 qui auraient qui auraient eu leurs mains arrachées. Comment est-ce que vous expliquez ces débordements qui sont tant dénoncés ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là et est-ce qu'on peut parler de violences policières systématiques selon vous ? Alors ça, c'est une question qui demande une réponse très longue. Premièrement, moi, je voudrais dire que les blessés, quels qu'ils soient, quelles qu'aient été les causes, quel qu'ait été le parcours des victimes, c'est dramatique. C'est absolument dramatique et à aucun moment on devrait pouvoir ni en rire, ni s'en féliciter, ni les minimiser et encore moins les instrumentaliser dans un sens ou dans l'autre. Avoir des personnes qui sont éborgnées en manifestation, qui perdent une main,
qui tombent à l'eau et qui se noient, comme le cas de Steve Maia Caniço, ce sont des drames. Ce sont des drames qui nécessitent d'être respectés et qui devraient entraîner une vraie interrogation. Et en premier lieu, une interrogation des pouvoirs publics qui sont, in fine, les premiers responsables. Or, tous ces drames ont été instrumentalisés par diverses parties pour diviser, moi à mon sens, hein, c'est pour diviser les Français. Et je pense qu'on n'a pas du tout pris à leur juste mesure la gravité de ces drames. Il y a un problème de violence policière légitime ou illégitime. Et pour en traiter, il faudrait pouvoir déjà observer chaque cas, parce que chaque cas est différent. Et pour les observer de manière objective et juste, il faudrait avoir en notre possession les éléments qui permettent d'aborder la situation de manière dépassionnée et objective. Or, ces éléments, la plupart du temps, on ne les a pas. L'institution qui est censée contrôler l'action de la police, c'est l'IGPN. L'IGPN, c'est une sous-direction qui appartient à la police nationale. Donc vous avez en France une branche de la police nationale qui est censée contrôler la police nationale. Donc les autorités de l'IGPN sont placées sous la hiérarchie, la responsabilité directe des directeurs de la police nationale, et donc ils sont placés sous la responsabilité de ceux qu'ils sont censés contrôler. Moi, il me semble qu'il y a un petit problème quand même d'objectivité. Ça pose une question concernant l'impartialité des personnes qui mènent ces enquêtes. Et on a eu plusieurs fois des cas qui laissent songeur sur la partialité des enquêteurs. Oui, on en reparlera un peu plus tard de ces questions de contrôle. Pour rester sur la question du terrain, Maxime Nicol, vous avez participé aux manifestations des Gilets jaunes dès le début. Vous êtes un gilet jaune de la première heure. Et rapidement, vous avez eu une expérience de terrain assez peut-être difficile, on peut dire. Quel est votre regard aujourd'hui sur la police et est-ce qu'il a changé depuis votre engagement dans le mouvement des Gilets jaunes ? Bonjour à tous. Merci d'être là parce que c'est très rare de pouvoir avoir ce genre de discussion avec un policier. Mon regard, moi, de la police, ça a beaucoup changé de différentes manières, je dirais. Pour moi, je suis absolument pas contre une police. Au contraire, je suis persuadé qu'il faut une police dans un pays comme le nôtre, mais il faut une police qui soit au service de la population et qui soit détachée du pouvoir qui est en place. Il faut une vraie séparation des pouvoirs. On parle de l'IGPN, la police qui contrôle la police. Donc déjà, je pense que ce serait une première chose à faire, ce serait de réformer l'IGPN pour qu'elle devienne indépendante, avec un regard citoyen qui permette de contrôler réellement ce qui s'y passe et d'empêcher des pressions d'être mises sur des policiers, d'avoir un vrai suivi psychologique, parce que le métier de policier, c'est pas évident. Mais je pense que l'État instrumentalise des institutions comme la police nationale, s'en sert de bouc émissaire, parce que forcément, c'est plus facile d'avoir des manifestants qui se tapent avec des policiers que de devoir affronter ses responsabilités en disant on mène une politique qui ne va pas, qui ne convient pas. Là, on l'a vu avec les municipales, à plus de 60% de la population française. Voilà. Nous, en face, on a des citoyens qui sont déshumanisés, habillés en cosmonautes, à qui on interdit de parler, à qui on interdit d'exposer leur façon de voir les choses et qu'on menace, si jamais c'est le cas. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il a énormément de courage de faire ce qu'il fait. Donc moi, le regard, si je devrais dire... vous, qu'est-ce que vous avez vécu sur le terrain quand vous êtes mis à manifester? Est-ce que vous vous attendiez à ça? J'ai été menacé de mort par un policier à Toulouse qui m'a braqué un LBD au visage, classé sans suite pour la raison suivante. Il n'était pas identifiable, comme beaucoup qui ne portent pas leur RIO, d'ailleurs dans les manifestations, qui sont cagoulés, visage masqué. J'ai pris des coups de matraque, j'ai été visé par une grenade de désencerclement à Toulouse, j'ai pris des coups de canon à eau sans raison, puisque je précise que à chaque fois que j'ai été placé en garde à vue, j'ai toujours été relâché parce que rien n'a été retenu contre moi. Combien de fois dans le cadre des manifestations? J'ai été placé 2 fois en garde à vue, une fois à Bordeaux, une fois à Paris, et j'ai été arrêté plusieurs fois et emmené en commissariat pour des contrôles d'identité qui étaient complètement injustifiés, puisque le contrôle d'identité, si je vous donne la démarche, c'est la suivante. Bonjour Monsieur Nicol, c'est un contrôle d'identité. Donc c'est assez, voilà, c'est complètement hors sol. On me nomme directement en me demandant de prouver mon identité, sachant très bien que la seule raison pour laquelle on fait ça, c'est de me sortir de la manifestation et de m'envoyer à l'autre bout de Paris pour un contrôle de routine
qui va sortir de la manifestation, en fait, tout simplement. Et quand vous commencez à manifester le 17 novembre, la première manifestation, est-ce que vous vous attendez à ça? Dans ma ville, ça s'est relativement très bien passé. Ensuite, je suis vite allé sur une grande ville, Paris en l'occurrence. Et là, j'ai vu le bas des Champs-Élysées se faire gazer dès 9 h du matin, alors que les gens étaient assis les bras levés, sous ordre en fait, tout simplement. Hein. C'est pas d'initiative personnelle, ça c'est quelque chose avec le recul qu'on comprend. Quand un policier charge, c'est pas parce qu'il a décidé de charger, c'est parce qu'on lui a donné l'ordre de charger. Vous avez été témoin de violence? J'ai assisté à une chasse à l'homme de la part de la brigade anticriminalité de Toulouse dans les rues de Toulouse. J'ai vu des femmes se faire tirer par les cheveux. J'ai vu quelqu'un avec une jambe cassée en plusieurs morceaux. J'ai vu des gens revenir avec le crâne ouvert. Enfin, les gros actes à Paris, c'était un théâtre de guerre civile. Il y avait des gaz lacrymogènes de partout, des véhicules en feu, des gens en sang. C'était vraiment psychologiquement, on ne s'attend pas à vivre ça. La question du droit de manifester, elle s'est énormément posée pendant le mouvement des Gilets jaunes qui a rendu visible en tout cas de certaines problématiques ou en tout cas certaines difficultés à exercer son droit de manifestation librement. Il y a de nombreuses associations de défense des droits de l'homme, notamment Amnesty International, mais aussi le Conseil européen, l'ONU, qui ont alerté sur des atteintes au droit de manifester en France. On a également de très nombreux témoignages sur les plateaux de télé ou même sur les réseaux sociaux de personnes qui expliquent qu'elles sont venues désarmées, qu'elles manifestaient pacifiquement, et qu'elles se sont retrouvées avec un œil en moins ou une main en moins. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Laurent Nguyen? Alors là, encore une fois, vous posez une question qui est très complexe, qui appellerait plusieurs réponses, parce que on aborde plusieurs sujets. Concernant le droit de manifester, c'est un droit qui est prévu et tout citoyen est censé avoir le droit de manifester. Donc, déjà, c'est une chose, le manifestant n'est pas un contrevenant, n'est pas un délinquant. Par contre, existe une mesure limitative qui est une prérogative préfectorale, qui est l'interdiction de manifester. Donc, on peut discuter du fondement de ce pouvoir qui est accordé au préfet. Admettons qu'il est souhaitable que le préfet ait un tel pouvoir pour diverses raisons. Il peut y avoir des manifestations qu'on ne souhaite pas avoir sur notre territoire et pour lesquelles 99,9% des Français seraient d'accord. Donc on peut dire, effectivement, il faut prévoir une mesure d'exception qui limite la liberté de manifester. Mais il me semble que ça a été prévu dans cet esprit, ça doit rester une mesure d'exception. Une mesure d'exception, par nature, on doit l'avoir mise en œuvre exceptionnellement. Or, on a pu voir que c'est une mesure qui a été très souvent utilisée. Donc, on établit des interdits de manifester, on va à l'encontre de l'esprit de cette loi, de cette constitution, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de tout ce qui fait la France dont on se glorifie par ailleurs, le pays des droits de l'homme et de la liberté, pour interdire aux individus de manifester. Donc déjà, on a une petite problématique. Le problème, c'est que ce petit point de détail, il sert de fondement à l'action des pouvoirs politiques, qui sont les premiers décideurs du maintien de l'ordre, qui ensuite utilisent le préfet, qui a le pouvoir de police, qui va ensuite dérouler ses ordres aux forces mobiles. Forces mobiles, faut savoir qu'on a très peu de liberté sur le terrain. Même un commandant d'unité dans la police ou un capitaine d'escadron a très peu de pouvoir. Et il reçoit des ordres d'un commissaire, il reçoit des ordres dans sa radio, il exécute. En bas de chaîne, tout en bas de la chaîne, vous avez les fonctionnaires de police, la troupe, qui eux, une fois que vous êtes sur le terrain, ils n'ont pas d'autre choix d'obéir. Surtout qu'on a une capacité qui est le devoir de désobéissance à un ordre manifestement illégitime, auquel nous pouvons recourir, mais uniquement si les conditions le permettent. Quand vous êtes en maintien de l'ordre, qu'on a un ordre de charger pour disperser une foule, vous ne pouvez pas demander une confirmation par écrit à votre supérieur hiérarchique. Donc, vous allez obéir. La plupart des situations de violence qu'on a pu voir sur les mouvements des Gilets jaunes ou sur d'autres manifestations viennent d'un ordre initial de se disperser. C'est un ordre qui est prévu. Donc, vous avez un cas qui est un attroupement. Donc, l'attroupement, il est prévu dans le code pénal. C'est un rassemblement de personnes susceptibles de troubler l'ordre public. Le trouble à l'ordre public est très large.
il peut vraiment, c'est une notion qui à l'appréciation de ceux qui vont avoir à faire respecter la loi. En gros, 3 personnes qui discutent un peu fort devant un cinéma, on pourrait considérer que c'est un attroupement. Et dans le cadre des NAS, par exemple, on a vu à de nombreuses reprises des NAS sans sortie. C'est-à-dire que les manifestants étaient cernés et ne pouvaient pas partir, Alors, quitter la manifestation. Alors ça, c'est un cas très classique. Moi, je vais vous dire comment on le vit, nous, quand on est sur le terrain. Je vais vous prendre le cas de la place de l'Étoile, l'Arc de Triomphe, le 1er au 8 décembre, quand il y a eu les événements qui ont été énormément relayés. Ça, on pourrait en parler très longuement, le 1er décembre. La destruction, le saccage de l'Arc de Triomphe, vous faites référence à... J'ai pas vu de saccage, j'ai vu des détériorations. Oui. Et d'ailleurs, il faut dire qu'en termes du droit, ce sont des dégradations. C'est pas quelque chose, je ne minimise pas la portée, notamment symbolique. Par contre, nous, on a eu beaucoup de témoignages de la part de policiers qui nous rapportent que ce jour-là, toutes les issues autour de la place de l'Étoile étaient bouclées par des forces mobiles, des CI, des CRS, des gendarmes mobiles, et que donc les personnes qui étaient sur cette place à ce moment-là, qu'ils soient manifestants ou qu'ils étaient de passage, n'avaient en réalité pas d'issue possible. Donc quand on vous donne l'ordre de vous disperser, avec tout ce que ça implique derrière, avec la peur qu'il y a derrière, parce que moi je vais m'adresser aux gens qui ne vont pas en manifestation, qui ne savent pas ce que c'est, qui des fois ont tendance à un peu minimiser les effets des gaz. Moi je peux vous dire en tant que CRS, qui fait usage de gaz, mais qui aussi les subit quand on est en période d'entraînement, le gaz c'est loin d'être quelque chose d'anodin. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Maxime. Oui. Et ça engendre forcément des mouvements de foule, des mouvements de peur. Et quand on tire des gaz sur une foule, la foule va fuir. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, place de l'Étoile? Ils se sont retrouvés en face d'autres forces de police qui ont vu une foule arriver vers eux en courant au milieu des gaz. Vous avez une scène qui ressemble absolument à une scène de guérilla. Donc vous vous sentez en légitime défense et vous faites usage de gaz à votre tour. Donc moi, ce que j'interroge, c'est quel était le dispositif réel ce jour-là, place de l'Étoile. Alexandre Langlois a soulevé en premier ce problème. Nous, on aimerait bien avoir une réponse de la part des pouvoirs publics. On aimerait bien que les pouvoirs publics rendent des comptes à leurs administrés pour savoir que s'est-il passé réellement ce jour-là. On aimerait entendre les enregistrements sonores des ordres qui ont été donnés sur les ondes. Parce que moi, ce que je vois, ça me paraît très étrange par rapport à la doctrine d'emploi des forces mobiles qu'on m'a enseignée. Je vois notamment une charge d'une compagnie d'intervention parisienne qui file seule vers l'Arc de Triomphe, qui, fort à propos, de manière très opportune, est filmée par un fonctionnaire de la CI, ce qui normalement n'est pas prévu. Pourquoi cette force charge toute seule? Il y a un dispositif supplémentaire qui avait été utilisé ce jour-là, parce que j'étais présent moi sur l'Arc de Triomphe. Toutes les issues autour de l'Arc de Triomphe étaient bouclées, sauf les Champs-Élysées. Et il y a un dispositif qui a donc toutes les rues adjacentes aux Champs-Élysées étaient bloquées. Et il y a un dispositif qui remontait les Champs-Élysées pour pousser les manifestants autour de l'Arc de Triomphe. Donc en fait, on s'est retrouvé complètement nassé. On a fait le tour, ça a duré un moment. Hein, on a fait le tour plusieurs fois pour savoir par où on pouvait sortir. Et là, on a effectivement vu une charge avec 2 véhicules supplémentaires de gendarmerie qui ont tourné autour de l'Arc de Triomphe en lançant des gaz lacrymogènes. Je rappelle quand même que les gilets jaunes ont protégé la flamme du soldat inconnu, vidéo, photo à l'appui. Ensuite, ça a commencé à gazer, à lancer des pavés, etc., à charger. Et il y a un groupe d'individus, et pour avoir été présent, je peux vous garantir que ce n'étaient pas des Black Blocs. Ces gens sont arrivés, on était encerclés. Donc forcément, les policiers savaient qui y avait à l'intérieur. Personne n'aurait pu rentrer. Vu que c'est un dispositif hermétique, on laisse rentrer personne dans un dispositif. On a donc toutes les issues qui sont bloquées, un ordre de disperser, et ça c'est quelque chose qu'on a retrouvé à plusieurs reprises pendant les manifestations. Est-ce que c'est légal ? Je ne peux pas vous dire si c'est légal. En tout cas, ça ne correspond pas du tout à la doctrine d'emploi des forces mobiles. Et la question, c'est surtout, est-ce que c'était bien le dispositif qui a été mis en place ce jour-là? Et la question, c'est pourquoi? Quel était le but? Moi, je vais reprendre cet exemple de la compagnie d'intervention qui charge seule au milieu de l'Arc de Triomphe. En tant que professionnel du maintien de l'ordre, j'ai quand même 12 ans d'exercice, donc je ne suis pas un expert tel que les experts de BFM de plateau, mais j'ai ma petite expérience en la matière. Je ne comprends pas, quand j'ai vu ces images, j'ai dit, je ne comprends pas
à quoi vise cette charge. Et je vais vous dire, moi, ce qui me pose problème. On peut être en désaccord, Monsieur Nicole et moi, on peut être en accord sur certains points. Je peux être en désaccord avec certains de mes collègues, on peut être en accord. Par contre, il faut bien comprendre que moi, mon discours, il vise à protéger les policiers. Je suis délégué syndical policier. Je m'exprime d'ailleurs dans ce cadre-là et uniquement dans ce cadre-là. Pour moi, les policiers sont aussi victimes de ce dispositif et de ces ordres. Parce que déjà, d'une part, ils sont instrumentalisés. On les amène à commettre des actes avec lesquels ils n'ont pas forcément un accord. Et on les met dans une situation qui est difficile. Et la population est victime également parce qu'on instrumentalise son opinion. Moi j'ai le sentiment, hein, encore une fois, si les faits sont avérés, mais si ce n'est pas le cas, j'invite l'administration à me convoquer à l'IGPN, j'invite l'administration à porter plainte pour moi pour diffamation si j'ai eu des paroles qui sont diffamatoires, et à ce moment-là, devant un tribunal, ils seront amenés à fournir leurs preuves. Donc, à livrer les enregistrements sonores du dispositif de ce jour-là. Donc, à défaut de me poursuivre, je considérerais que malheureusement, je dis bien malheureusement, cette théorie pour laquelle on a eu plusieurs témoignages est conforme à ce qui s'est passé ce jour-là. Et là, si c'est le cas, moi je dis à mes collègues, nous sommes victimes également, comme les manifestants, d'autorité. Je ne sais pas à quel niveau, à quel échelon ça se situe qui a eu ces décisions-là, mais d'une instrumentalisation. Et moi, je ne suis pas rentré dans la police pour être instrumentalisé à des visées politiques. Bon, en 12 ans de carrière, je pourrais vous citer de nombreux exemples de cas qui prêtent à interrogation, encore une fois, et même des exemples de manipulation grossière. Par exemple Par exemple, manifestation Gilets jaunes. Désolé, c'est encore les Gilets jaunes. Hein. Manifestation Gilets jaunes à Valence. C'était une manifestation régionale. Je ne saurais pas vous situer à quel moment c'était. C'était au cours du printemps 2019. Il pleuvait énormément ce jour-là. Ils annoncent dans les médias, attention, on attend 10 000 manifestants Gilets jaunes à Valence, préfecture de la Drôme, dont 5 à 10% de casseurs. Bon, petit calcul rapide, 5 à 10% de 10 000, ça fait entre 500 et 1000 casseurs. Moi, le plus grand nombre de casseurs que j'ai vus, c'était pendant les manifestations contre la loi Macron-El Khomri en 2016. C'était 700 à 800 casseurs estimés. On les a bien vus, effectivement, ça faisait bien entre 700 et 800 personnes. C'est vraiment impressionnant. Mais c'était dans la capitale, en 2016. Donc, moi, ça me paraît suspect entre 500 et 1000 casseurs à Valence. Soit, c'est annoncé par tous les médias. Je cherche un petit peu sur les médias internet et je vois qu'il y a une seule source à cette information-là, la préfecture de la Drôme. Le matin, je vois tous les collègues devant BFM qui entendent cette information. Le commandant d'unité qui reprend cette information, attention, on attend entre 500 et 1000 casseurs à Valence aujourd'hui, et qui nous annonce donc le dispositif. On était 3 ou 4 forces mobiles. 300 à 400 forces mobiles, ça fait sur le terrain entre 150 et 200 fonctionnaires. Je suis désolé, si on attend entre 500 et 1000 casseurs, on n'envoie pas 150 à 200 fonctionnaires en sachant qu'on va être dispersé. Ce n'est absolument pas responsable. Dispositif ville morte. Le centre-ville interdit la circulation des piétons, hormis pour les résidents. Donc les autres contribuables n'ont pas le droit d'accéder à l'espace public. Les commerçants ferment boutique, perte d'exploitation. Très bien, le mouvement des Gilets jaunes est rendu impopulaire. Je ne sais pas si c'est la volonté, mais c'est une conséquence. La manifestation débute sur les ondes, rien. On nous annonce le nombre de participants, environ 5000 participants. Nous, on se retrouve avec un groupe, on est 6 à boucher nos rues. 6. Qu'est-ce qu'on fait si on a entre 500 et 1000 casseurs, dont certains auraient des volontés d'homicide, par exemple? Ça peut arriver, hein. On peut être victime d'agressions mortelles. Qu'est-ce qu'on fait à 6 face à 500 000 casseurs? Et le parcours, le cortège continue son parcours sur les ondes, rien. Vous avez peur à ce moment-là? Non. Non, pour moi c'était une évidence. D'ailleurs, mes collègues s'en souviendront très bien. J'étais dans le véhicule parce que j'étais chauffeur, je suis descendu du véhicule sans mon casque et j'ai montré qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur parce qu'il n'y avait pas de casseurs ce jour-là. Fin des courses, 0 casseur identifié.
Alors comment vous expliquez ça? Est-ce que vous avez- Manipulation du directeur de cabinet de la préfecture de la Drôme. Et si c'est faux, je l'invite à porter plainte contre moi pour diffamation. Il s'en est vanté quelques semaines plus tard devant un de mes collègues lors d'un meeting de la République En Marche pour les élections européennes. Donc ça, je le dis, je le maintiens. Gardien de la paix, Nguyen Schondorf, délégué Vigimis CRS Rhône-Alpes. Je porte cette accusation de manipulation. Donc ce n'est pas un délit, c'est un mensonge. Donc ce n'est pas un délit. Et quelles sont les conséquences potentielles? C'est que par exemple, des policiers pourront avoir des comportements un peu plus offensifs parce qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait des Évidemment, casseurs. mais moi j'ai vu des collègues qui avaient la trouille. Vous vous retrouvez à 6 face à 500 à 1000 personnes potentiellement très hostiles et agressifs. Évidemment que vous avez peur. Quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? Tout être vivant a la même réaction, même une guêpe. Une guêpe a peur, elle se défend. Et le deuxième effet, c'est qu'ils ont fait ce dispositif ville morte. Mais aucune conséquence, aucune prise de conscience à l'issue, aucune réaction, indignation de la part des personnes qui ont été impliquées dans ces dispositifs pour dire mais on s'est vraiment foutu de notre gueule. On nous a instrumentalisés. Et ça aurait pu avoir des conséquences graves. J'ai pas vu de réaction, alors après je n'ai pas suivi non plus tous les médias de valentinois, mais des commerçants, de la population pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient où vos casseurs? Donc moi je demande au directeur de cabinet de la Drôme, de la préfecture de la Drôme, où étaient ces fameux casseurs? Quelles étaient les informations dont vous disposiez pour annoncer dans les médias qu'il y allait avoir entre 500 et 1000 casseurs à Valence ce jour-là? Vous avez des infos, produisez-les. Vous avez 12 ans d'expérience dans le maintien de l'ordre. Est-ce que vous avez constaté un changement de doctrine au fil des années? Pas vraiment, parce que moi je suis rentré dans la police après je ne sais pas si ça se dit, le ministériat, le mandat en tant que ministère de Nicolas Sarkozy, qui avait déjà instauré le poison dans la police nationale. Donc moi j'ai Comment? pas vraiment vu de dérive politique du chiffre. Une forme de corruption des esprits avec les primes au mérite, qui sont absolument scandaleuses, et la peur. La peur, les policiers, alors je sais qu'ils n'aiment pas que je dise ça, je suis navré, c'est pas du tout une attaque contre eux, mais je crois que beaucoup de policiers ont extrêmement peur de leur administration. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de policiers qui vont absolument trouver ça incroyable que je m'exprime de cette façon sur un média. Moi, j'ai absolument pas peur. Peur dans quel sens? Peur de quoi? Peur pour leur évolution de carrière, peur des sanctions, peur des pressions. En quoi un fonctionnaire de police, à quel titre, il serait privé de son droit de parole? Il me semble que la liberté de penser, la liberté d'expression sont des valeurs qui sont sacrées pour tout le monde, mais notamment pour les policiers. Et même les policiers ont peur de parler. Les policiers ont même parfois peur de parler entre eux. Ils ont peur de défendre une opinion. Mais c'est dramatique, parce que vous mettez des gens qui ont une responsabilité fondamentale dans notre pays dans une situation de peur, de mal-être pour certains, et ça a des conséquences. Un policier malheureux, ça peut être un policier violent. Et vous évoquiez tout à l'heure la question des casseurs. C'est une question qui fait grand bruit dans les médias, à plusieurs reprises qui a pu être mise en valeur. En tout cas, les casseurs ont été beaucoup filmés, notamment pendant les manifestations de Gilets jaunes, et on a vu une escalade de la violence. Maxime Nicole, quelle approche vous avez de ces casseurs? Est-ce que vous avez été à leur côté? Est-ce que vous les avez vus agir? Est-ce que vous les connaissez? Et dans quelle mesure ils ont un rôle dans une manifestation aussi massive que celle des Gilets jaunes? Est-ce que c'était les Gilets jaunes qui étaient casseurs? Est-ce que c'est des groupes qui viennent de l'extérieur? Comment ça se passe? Alors déjà, je les connais, non pas forcément. En tant que manifestant, on croise beaucoup de gens dans les manifestations. Donc je ne les connais pas personnellement. Après, j'ai observé deux choses différentes. Ce qu'on appelle le Black Bloc. Ça c'est toujours annoncé comme étant des casseurs, sauf que le Black Bloc n'est pas constitué de casseurs. Le Black Bloc, c'est constitué de gens qui sont en général contre l'autorité, contre la hiérarchisation des décideurs. Donc c'est souvent des gens qui se mettent entre les forces de l'ordre et les manifestants pour justement quand ça gaze, quand ça commence à vouloir charger, puisqu'il y a des ordres de donner, pour protéger les manifestants. À côté de ça, il y a
Donc les Black Blocs ont un code vestimentaire qui est le noir complet. À côté de ça, il y a des casseurs qui sont avec le même code vestimentaire. Donc d'un point de vue extérieur, c'est impossible de faire la différence entre un Black Bloc et un casseur. Dans le mouvement des Gilets jaunes, je suis très critiqué parce que je défends le fait de ne pas partir dans la violence. J'ai toujours essayé de temporiser les choses parce que je pense pas que ce soit en se tapant les uns les autres sur la gueule qu'on va réussir à faire quoi que ce soit. Bien que, en tant que militant, je comprends aussi qu'il y a une colère. Je comprends aussi que cette colère, elle est légitime, mais pas forcément, encore une fois, en différenciant police et manifestants, parce que, en fait, quand vous avez des factures qui arrivent à la maison, c'est la même chose que quand la grand-mère du coin a ses factures à payer. C'est difficile de remplir un frigo. C'est difficile, surtout quand on est en bas de l'échelle sociale. C'est difficile quand on est petit patron, c'est difficile quand on essaye de réussir et qu'on n'a pas le réseau de connaissances, la place à l'Assemblée nationale ou les amis des lobbies qui vous financent une campagne électorale. Donc c'est une violence qui est appliquée dans la vie des citoyens tous les jours, quel qu'il soit, avec ou sans uniforme. Aujourd'hui, on ne voit pas un seul métier qui se plaint pas. Et pas qui se plaint juste pour se plaindre pour le plaisir. On se plaint pourquoi ? Parce qu'il y a des injustices concrètes, réelles, factuelles, et ça fait ressortir de la colère parce que derrière, il n'y a pas d'écoute. Moi, quand je vous entends parler, je me dis, c'est bien, on avance. Au moins, il faut réinstaurer ce dialogue. Parce que ce qui les arrange, c'est qu'on n'arrive pas à se parler. C'est qu'on ne puisse pas se parler. Et il y a des gens dans les manifestants qui sont en train de devenir anti-flics, qui détestent la police, qui vont sortir à cab, qu'on entend souvent aussi sur les médias, parce que c'est tellement mieux de voir le mauvais toujours que le bon. Moi j'aurais rêvé, alors je suis peut-être utopiste, mais j'aurais rêvé qu'à un moment donné, il y ait plus de policiers comme vous qui se disent « je dois d'abord respecter les lois avant de les appliquer et je dois défendre l'intérêt de la population et sa sécurité, pas l'intérêt des financiers et d'une politique ». Si demain, une majorité de policiers pensent ça, plutôt que de jeter des menottes pour avoir le droit d'étrangler ou de faire des manifestations illégales et avoir un préfet de police qui dit « je ne sais pas trouver les organisateurs », alors qu'on sait très bien que ce sont les organisateurs syndicaux d'Alliance Police ou d'autres syndicats majoritaires policiers. Tout à fait. Voilà, moi je pense que la loi elle doit être la même pour tous. J'aimerais réagir sur les propos de Maxime Nicole, c'est possible concernant les casseurs. Parce que parfois, nous, on regrette qu'il y ait une certaine forme d'indulgence avec des individus qui sont rien que moins que des délinquants. Et j'ai le sentiment, pour moi, qu'ils servent le pouvoir. Parce qu'ils neutralisent en réalité les mouvements sociaux dans lesquels ils s'introduisent. Et on a vu émerger de nombreuses théories comme quoi les casseurs seraient laissés volontairement infiltrer la manifestation. Et c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment s'interroger parce que c'est des groupes souvent homogènes qui arrivent de l'extérieur. On peut les voir même en tant que manifestants ou en tant que journalistes arriver physiquement et on les voit s'infiltrer comme si de rien n'était dans la manifestation. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que vous aviez on vous prévenait qu'il y allait y avoir des casseurs. Comment est-ce encore possible aujourd'hui qu'on ait des casseurs qui infiltrent systématiquement ces manifestations? Est-ce que c'est impossible de les neutraliser en amont? Alors ça, c'est une question qui est très polémique. Très peu de policiers vous répondront de manière précise et sincère. Moi, clairement, avec 12 ans d'expérience de maintien de l'ordre, j'ai le sentiment, personnellement, que parfois, les casseurs, on les laisse faire. Alors ça avait été confirmé par Linda Kebab, qui est une personne qui est du syndicat de police Unité SGP, qui sur un plateau de télé avait confirmé en disant oui, on sait les identifier, on sait d'où ils viennent, on sait qui c'est, mais on nous donne clairement l'ordre de laisser faire, de laisser passer. Dans le même temps, il y a des personnes qui viennent juste pour casser. Donc là, je ne parle pas de Black Bloc, je parle de casseurs, de gens qui débarquent et qui n'ont aucune revendication, qui viennent piller un magasin, péter, casser, brûler, on ne sait pas pourquoi. Ça ne nous est pas utile dans le message qu'on veut porter parce que les gens qui ne font pas partie du mouvement, qui ne sont pas policiers, qui regardent la télévision, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gens ? Pourquoi des gilets jaunes sont dans la rue ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? On essaye de faire passer le message, mais on n'a pas le boulevard de parole publique. Et puis vous ne pouvez pas vous substituer aux forces de police.
c'est aux forces de police de protéger les manifestants. Encore faut-il recevoir l'ordre de Voilà. pouvoir le faire. Et cet ordre, on l'a extrêmement rarement. Moi, je vais reprendre les manifestations de 2016 avec la compagnie dans laquelle je suis en service. On a Donc, contre la loi travail, hein, c'était contre la loi Macron El Khomri. On a fait énormément de manifestations place de la République avec les Nuits debout, et, ainsi que les défilés, les cortèges. Donc il faut savoir que dans ces moments-là, on entend sur les ondes des informations qui nous précisent les positions de la nébuleuse. Il est arrivé que la nébuleuse soit isolée. Il était possible de les maintenir isolés, de procéder à des contrôles d'identité, à des interpellations. Il y avait des motifs légaux, tels que Maxime Nicole l'a très justement rappelé, qui auraient permis d'empêcher ces casseurs, ces activistes violents, de poursuivre leur déambulation. Et il a été donné ordre de les laisser partir. Ce sont des cas qui se reproduisent. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de CRS ou de fonctionnaires des CDI, des gendarmes mobiles ou même des effectifs en civil qui sont mobilisés sur les maintiens de l'ordre, qui puissent me contredire. Ce sont des choses qu'on constate. Donc après, la question que je me pose, c'est pourquoi ? Pourquoi ? À quoi ça sert ? C'est extrêmement perturbant. Enfin, moi, par exemple, tout à l'heure, la question était posée de savoir ce que je pensais de la police. Si, à mon humble avis, en tant que manifestant et en tant qu'opposant politique, et la Bravem et la BAC, c'est deux services qui portent atteinte à l'honneur de la police, je pense, mais alors de façon énorme. Parce que la plupart des violences policières que j'ai pu voir, moi, elles n'étaient pas faites par des compagnies républicaines de sécurité qui étaient en statique pour empêcher l'accès à une rue, ou par des gendarmes mobiles. La plupart des violences que j'ai vues, c'est lors de charges pour, soi-disant, intercepter un individu, mais en fonçant le 1er mai, par exemple, de 2019. J'y étais. Le cortège était hyper compact, très serré. Alors, tiens, parlons-en. Et il y a eu des gazages en plein milieu de la foule. Les gens étaient en panique. Il y avait des paniques, des gens qui étaient en détresse respiratoire parce que vous ne pouvez pas bouger quand vous êtes collés les uns les autres. Et dans le même temps, il y avait des compagnies de Bravem qui chargeaient avec coups de matraque, etc., pour aller chercher un individu en plein milieu du truc. Le facteur humain pourrait être largement diminué si les ordres étaient donnés de façon à calmer les choses. Et sur la question de ces unités de police, qu'est-ce que vous répondez, Laurent Guyenne, à ce qu'explique Je vais répondre à plusieurs points qu'a soulevé Maxime Nicole. D'abord, la BAC, pour moi, c'est une unité qui n'est absolument pas honteuse. Je connais des fonctionnaires qui sont affectés en BAC, qui sont des gens très très bien, qui sont des policiers admirables. Il y a vraiment des super flics et des bonnes personnes au sein des BAC. Après, comme dans tout service de police, mais comme dans tout service professionnel, quel qu'il soit, il peut y avoir des mauvais comportements, il peut y avoir des dérives humaines, effectivement. Là, je parlais plus de l'utilisation qui en est faite lors de maintien de l'ordre. Voilà. Mais il ne faut pas tout confondre. Les Braves M, c'est quelque chose de très particulier. Les effectifs en civil qui ont été déployés sur les maintiens de l'ordre, c'est encore un autre cas. Vous avez eu des effectifs en civil qui sont souvent assimilés à des BAC, qui en réalité étaient des effectifs qui étaient issus de plusieurs services qui n'étaient absolument pas formés au maintien de l'ordre. Vous avez des gens qui étaient affectés dans des bureaux qui ne traitaient que des délits routiers, qui se sont retrouvés du jour au lendemain sur le terrain, et dont certains, on a des témoignages de fonctionnaires qui ont été équipés de LBD alors qu'ils n'avaient pas l'habilitation. Et pourquoi ? Comment c'est possible ? Pourquoi mettre des... Je vais revenir à votre première question. Obéir ? Oui, mais dans la hiérarchie, faudra leur poser la question. Pourquoi mettre sur le terrain des personnes qui ne sont pas formées au maintien de l'ordre ? Je ne peux pas vous répondre, il faudra leur poser la question. Est-ce que c'est une question d'effectifs, manque d'effectifs ? Moi, je crois qu'il y a eu une très très grosse panique fin 2018 au sein des gouvernants et qu'ils ont employé toutes les cartes qu'ils pouvaient jouer. Même les cartes qui devraient pas forcément faire partie du jeu. Donc pour les BAC, j'aimerais qu'on respecte les bons fonctionnaires de BAC, qu'on respecte la BAC en général. Ce sont des gens qui font un travail admirable, ce sont les primo-intervenants en cas d'attentat, en cas de séquestration, en cas de viol. Ce sont des gars qui font vraiment un travail remarquable, et la plupart des collègues de BAC sont des gens qui méritent le respect. Les Braves M, j'ai beaucoup plus de problèmes avec cette unité. Pas pour les fonctionnaires qui la composent, mais sur le fait même qu'on ait réinstauré les voltigeurs. Les voltigeurs, c'était une unité
qui a porté un terrible discrédit sur la police française dans les années 80, L'affaire Malik Oussekine notamment. qui s'est soldée par la mort de Malik Oussekine. Moi, je n'aurais pas cru, dans ma carrière, revoir les voltigeurs au sein de la police nationale. Je suis, personnellement, humainement, je suis choqué de revoir à nouveau des voltigeurs. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est exactement que des voltigeurs pour quelqu'un? Binôme de policiers sur une moto, avec un policier qui pilote, un policier qui est armé d'un tonfa ou d'une matraque. Voilà. Et Et le but, c'est de semer. Le but, c'est... Mais quel est l'objectif Dispersé par la peur. Moi, d'un point de vue d'un manifestant, c'est dispersé par la peur. Et selon vous, Laurent Nguyen, Je ne sais pas. vous ne savez pas pourquoi on n'a rien Je ne sais pas, il instauré? faudra demander aux autorités. Moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi personne n'a fait le lien dans les médias mainstream. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas évoqué cette question? Comment ça se fait qu'on remet en fonction les voltigeurs? Ça a été évoqué sous la mandature de Nicolas Sarkozy, pardon. C'était encore inimaginable. Et là, aujourd'hui, nouveau président, le président de tous les Français, tac, on remet les voltigeurs. Mais moi, j'ai un problème avec ça. Très clairement, j'ai un problème avec ça. Et les professionnels du maintien de l'ordre, les CRS, les gendarmes mobiles, les CI, on a été de plus en plus mis en retrait et on a envoyé des unités qui n'étaient pas formées pour le maintien de l'ordre. Effectivement, moi, de ce que j'ai vu des pratiques qui ne correspondent pas aux pratiques qui nous sont enseignées en CRS et qui ne me semblent pas concourir à la paix sociale. des manifestations apaisées. Vous évoquiez tout à l'heure la question du respect. Et on remarque de plus en plus, et dans certaines manifestations, qu'il y a des slogans qui émergent comme mort à la police, des velléités très agressives à l'encontre de la police qui ont pu suivre certaines vidéos de violences policières, ou en tout cas de scènes de matraquage au sol, notamment de certains manifestants, qui ont pu choquer une partie de la population. Et donc il y a certaines personnes aujourd'hui qui disent ne plus respecter la police. Est-ce que vous avez remarqué ça? Est-ce que vous avez remarqué des personnes qui ont pu être choquées, qui ont pu avoir peur, qui ont pu être déçues par la police au sein des manifestations, Maxime Nicole? Alors, je gère un groupe qui fait plus de 150 000 membres. Et sur mon profil personnel, il y a à peu près pareil. Donc, sur les 300 000 personnes qui ont la possibilité de pouvoir discuter et interagir, il y a clairement une montée de la colère, voire de la haine anti-flic en France. Mais quand on discute avec des gens qui ont la haine anti-police, ce qui ressort, c'est que les gens ne comprennent pas comment les policiers qui sont incriminés dans des... Je prends l'exemple de Jérôme Rodriguez, parce que je le connais personnellement. Quand Jérôme... Qui a donc été éborgné voilà, pendant qui a une été manifestation. éborgné, pardon. On ne comprend pas pourquoi, quand il y a un souci comme ça, les caméras ne fonctionnent pas, les caméras individuelles ne fonctionnent pas, les tireurs ne sont pas identifiés. L'IGPN, vous le disiez tout à l'heure, 2 enquêtes ont abouti sur 378 signalements, ou 376. Et n'ont pas abouti à une suspension, parce qu'aucun policier n'a été suspendu. Voilà, exactement. Mais David Dufresne fait un boulot énorme là-dessus. Il référence toutes les histoires qui parlent de bavures policières, etc. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est mauvais pour eux aussi. C'est-à-dire qu'il y a un État qui a peur, clairement, de perdre son pouvoir, de perdre ses intérêts, par conflit d'intérêts d'ailleurs, souvent. Il y a un État qui veut tenir debout, qui ne tient que parce que la police lui obéit. La police lui obéit parce qu'elle lui fait peur. Aujourd'hui, on en est rendu à un moment où les gens sont en face de policiers et se disent « si vous continuez à obéir, vous êtes quelque part co-responsable. S'il y a des bons flics dans la police, parce qu'il y en a des bons flics dans la police, si vous ne dénoncez pas ce que vos collègues font de mal, c'est parce que quelque part, c'est pas quelque part, c'est que vous... Laissez faire, c'est cautionner. Pour beaucoup de gens qui détestent la police. Donc quand vous avez un bon flic qui dit rien, ça en devient un mauvais flic, parce qu'il n'a rien dit. Donc on peut parler d'une perte de confiance dans cette institution? Il y a une perte de confiance qui est en train de monter envers la police, mais aussi envers le gouvernement. Et envers le gouvernement, pourquoi? Parce qu'ils instrumentalisent la police. Mais ce sont deux choses distinctes, puisque la police, théoriquement, n'est pas du tout censée agir en fonction du gouvernement en place. C'est une institution indépendante. Alors, Indépendance de la police. il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Déjà, la police et les policiers, ce sont deux choses différentes. Vous avez la police en tant qu'institution et les policiers en tant qu'être humain. Ensuite, les policiers, vous avez plusieurs policiers différents. Vous avez le policier de base, celui auquel vous allez être confronté sur le terrain. Vous allez avoir la hiérarchie directe, vous allez avoir
Donc ceux-là aussi, vous allez y être confrontés sur le terrain. Ensuite, vous allez avoir la hiérarchie supérieure. Ceux qui détiennent le plus de pouvoir et qui font peur. Vous avez cette deuxième hiérarchie qui est l'IGPN. Et au-delà, vous avez le pouvoir politique. Il faut se mettre à la place d'un policier aujourd'hui, un jeune qui rentre dans la police. Il rentre avec des idées, avec des idéaux, avec une certaine idée de ce qu'il va y trouver, et il n'est pas préparé à ce qu'il va vivre. Moi, si je rencontre un jeune qui va rentrer dans la police, la première chose que je lui dirais, c'est ne fais pas ça. Ne fais pas ça, parce que moi, j'ai vu trop de collègues malheureux. Il y en a qui le savent, qui le reconnaissent, qui le disent, qui s'en plaignent. Il y en a une partie qui s'en accommode plus ou moins, mais on est quand même la profession où il y a le plus de suicides. Donc c'est quand même quelque chose qui devrait interroger et qui est tout du moins un indicateur inquiétant. Il est possible de faire son travail correctement aujourd'hui quand on veut être policier? Mais déjà, ça dépend dans quelle fonction on est. En tant que CRS? Ça dépend quels sont nos objectifs et nos ambitions en termes de valeurs et d'humanité. Les policiers, les gendarmes les mieux payés sont ceux qui effectuent les missions de maintien de l'ordre. Ce ne sont pas ceux qui mènent les enquêtes criminelles. Ce ne sont pas ceux qui répondent aux appels de police secours, qui interviennent à 2, voire 3 dans des quartiers difficiles. Ce ne sont pas les unités d'élite, ce sont les policiers qui effectuent les missions de maintien de l'ordre. Est-ce que l'obéissance de compagnies républicaines de sécurité ou de personnes qui font du maintien de l'ordre, est-ce qu'on peut considérer que du coup, vu que ce sont les mieux payés, c'est une des raisons pour les empêcher de On a eu travailler? une augmentation du salaire de 100 euros. Ça, c'est difficile. Je n'ai pas la légitimité pour répondre au nom de tous les CRS et tous les gendarmes mobiles. Mais effectivement, la motivation financière, c'est une des premières motivations. Il y a très peu de policiers qui vont dire moi, je fais CRS par passion. C'est quand même pas un métier qui est très épanouissant. C'est un métier qui est difficile. Et je vais revenir sur la problématique de nos relations aux manifestants. De la même manière que les manifestants vont tendance à avoir créé une forme d'amalgame avec certains policiers qui ont des comportements pour le moins zélés ou qui exécutent simplement les ordres et devenir anti-flics, vous avez beaucoup aujourd'hui de policiers, de gendarmes qui vont faire un amalgame parfois de convenances personnelles entre les casseurs, les insulteurs et les autres manifestants. Et moi, j'ai entendu des collègues, en parlant des manifestants, dire « Putain, ils nous font chier ces enculés » parce qu'ils manifestent. Et moi, ça me choque. Je suis... alors déjà, je suis choqué, ça me gêne qu'un collègue puisse dire ça, puis je suis peiné pour lui. Je me dis « Mais comment on peut en arriver là? T'es père de famille. Il y a 1 heure, on est en train de parler des retraites. Vous devez garantir les droits. Vous devez garantir les droits des citoyens mais vous français. avez des policiers qui en oublient même que le manifestant est simplement avant tout un citoyen qui use de son droit à manifester dans l'espace public qu'il a financé avec ses impôts, la TVA, etc. Et que peut-être une partie de sa famille a construit parce qu'il travaille dans les travaux publics. Mais on en arrive à cette forme de division, d'opposition dans la société, où vous avez des manifestants qui deviennent anti-flics, mais il faut arrêter avec ces termes. Il faudrait absolument bannir ces termes d'anti-flics et refuser soi-même de se qualifier d'anti-flic. Parce que en arrivant à ce terme, vous tombez dans le jeu. Vous avez déjà perdu en réalité, vous êtes déjà instrumentalisé. De la même manière que le flic qui devient hostile aux manifestants, il ne comprend pas qu'il creuse sa propre tombe. Moi aujourd'hui, je vois des policiers qui se sentent extrêmement isolés parce qu'ils en arrivent à avoir peur de tout ce qui n'est pas flic. C'est dramatique. Il y a eu plusieurs interviews de policiers syndiqués qui expliquaient qu'ils n'étaient pas assez payés, qu'ils avaient des conditions de travail déplorables. Ouais, mais alors, et quand on voit naître un mouvement social comme celui des Gilets jaunes qui dénonce l'injustice sociale, on peut s'interroger, et certains se sont interrogés sur pourquoi les policiers ne se sont pas reconnus dans ce mouvement-là. Obéir.
la question, c'est pas savoir s'ils sont reconnus, parce qu'en réalité, je pense, encore une fois, je peux pas me faire le porte-parole de tous les policiers. Moi, j'ai entendu au départ beaucoup de policiers qui se sont sentis gilets jaunes, parce qu'ils ont les mêmes problématiques, parce qu'un policier va très souvent habiter loin de son lieu de travail pour des raisons de sécurité ou de pouvoir d'achat. Donc le coût du carburant, il y était sensible aussi. Et évidemment, il n'y avait pas que le coût du carburant, parce que nous aussi, on se fait flasher par les radars, parce que nous aussi, on subit toutes les pressions économiques, parce que nous aussi, on voit notre pouvoir d'achat fondre. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous me parlez de certains délégués syndicaux policiers qui n'ont de policiers plus que le nom et qui représentent des intérêts qui sont bien souvent, à mon sens, encore une fois, très éloignés de ce qu'attendent les policiers. Moi, je vais vous parler des organisations syndicales dans la police, c'est très intéressant et je pense que ça devrait intéresser tous les contribuables, donc tous les citoyens, parce qu'à partir du moment où on consomme, on paye de la TVA, donc on est contribuable. Il faut aussi arrêter de dire qu'il y en a qui ne payent pas d'impôts, donc non, ils participent à la société. Il faut savoir qu'il y a des dispenses de fonctions dans la police pour exercice du mandat syndical, comme dans toute autre profession. Sauf que dans la police, c'est extrêmement opaque. On ne sait pas quel est le montant de temps de dispense totale, mais il est estimé entre 600 et 1000 temps plein pour l'ensemble de la police nationale uniquement. Donc ça voudrait dire qu'il y a entre, si on mettait bout à bout les dispenses temporaires et les dispenses permanentes, ça voudrait dire qu'il y a entre 600 et 1000 personnes qui sont payées par le contribuable pour défendre les droits des policiers. Mais vous entendez toujours le même son de cloche, et puis je suis désolé, et moi vraiment je prends mes collègues à témoin. Est-ce que vous avez l'impression que votre situation s'améliore ? Alors, je ne le dis pas parce que vous êtes là, monsieur Nicole, en face de moi aujourd'hui, mais ceux qui ont fait le plus pour nous en termes de pouvoir d'achat, ce sont les Gilets jaunes. Vous vous êtes engagé récemment dans un syndicat, vous êtes aujourd'hui délégué syndical. Pourquoi avoir fait ce choix aussi récemment ? Pour libérer ma parole, pour témoigner, parce que j'étais arrivé à un moment où je ne pouvais plus me taire. À partir du moment où on commence vraiment à se poser des questions, on commence à briser le déni. Moi, ça a commencé vraiment en 2016. Les manifestations de la loi travail, où je crois que c'était la première fois que j'avais vraiment peur dans mon travail. Et j'ai été vraiment révolté qu'on soit envoyé comme ça au casse-pipe. Et j'ai commencé vraiment je m'intéressais déjà à la politique, au droit, à l'économie, mais j'ai commencé vraiment à chercher plus loin. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est possible ? Pourquoi est-ce que nos dirigeants pourraient avoir intérêt à nous mettre en danger ? Et au fur et à mesure, j'ai des réponses qui se sont imposées à moi, et pour moi, je suis arrivé au bout de ma réflexion. Quelles sont-elles ces réponses ? La réponse, pour moi, elle est très simple. C'est qu'aujourd'hui, en France, on a une police nationale qui sert le pouvoir. Je le dis très clairement, qui sert le pouvoir et qui ne sert pas le peuple français. Et les institutions ont été petit à petit corrompues légalement. La corruption, c'est pas seulement quelque chose d'illégal, il suffit d'ouvrir le Larousse ou le revers, qui ont été corrompus pour servir ceux qui la dirigent. Et on est très éloigné de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dit que pour garantir la paix publique, une force publique doit être instaurée, et elle doit être au service des citoyens et non des dirigeants qui ont autorité sur elle. Et cet article a disparu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1958. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'à un moment donné, les fonctionnaires de police, ils se rendent compte que ce qu'ils vivent, c'est pas forcément acceptable. Et que la première étape, sans forcément quitter leur boulot, c'est de libérer déjà leur esprit, de libérer leur réflexion et d'aller chercher eux-mêmes l'information. Et d'arrêter de suivre des organisations syndicales qui sont des vendus, qui sont, pour moi, clairement des vendus. On a eu des dirigeants d'organisations syndicales qui avaient des mandats secondaires qui émargeaient quasiment à 10 000 € par mois. Ils ont des galons qui sont totalement usurpés. Comment on peut être major RULP, ça je le dis, comment on peut être major RULP en étant délégué syndical détaché permanent, alors qu'un RULP est censé être responsable d'une unité de police ? C'est pas possible, puisque vous n'êtes même plus sur le terrain. Est-ce que pour vous, il est possible aujourd'hui d'être policier et de penser, de remettre en question les ordres, par exemple, qui peuvent être donnés ou le fonctionnement même de l'institution ? Alors, il nous reste quelques moyens qu'on peut utiliser. Donc, vous avez déjà l'obligation des obéissances à un ordre illégitime. Donc ça c'est intéressant. Le code de déontologie, il n'interdit pas de donner un ordre illégitime. Il interdit d'y obéir.
Donc il reporte la faute sur le subordonné de l'ordre illégitime. C'est quand même extraordinaire. Et donc, vous avez la possibilité de désobéir à cet ordre. Enfin, vous avez l'obligation de désobéir à cet ordre illégitime. Si vous y obéissez, vous êtes coupable. On ne nous parle pas du donneur d'ordre. Par contre, il est prévu à la suite toutes les sanctions possibles si vous désobéissez et que l'ordre n'était pas illégitime. En sachant que l'organe qui va être juge et partie est la fameuse IGPN. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'aujourd'hui il est possible de faire son métier en étant humain et juste? Moi, je quitte la police. Donc, ma réponse, me concernant, moi, je n'en suis pas capable. J'aimerais revenir sur la question du dialogue. C'est la raison pour laquelle je vous ai réunis aujourd'hui ici sur ce plateau. Est-ce qu'il est possible de rétablir le dialogue entre les citoyens et la police? Et si c'est possible, comment y arriver, Maxime Nicole, selon vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces citoyens qui disent ne plus avoir confiance en la police, qui disent même détester la police, comment fait-on pour réussir à les convaincre de respecter la police, de faire confiance à nouveau en cette institution? Waouh, ça c'est une question Moi, je peux vous à 10 000 €. Moi, à chaque fois que faire se peut dans les manifestations, je parle et je tente de parler à un CRS ou à un policier. Déjà en lui disant par exemple, tu sais que si jamais il y a un responsable de nommer, ce ne sera pas ton chef, ce ne sera pas le préfet, ce sera toi. Donc là, ce que tu es en train de faire, réalise ce que tu es en train de faire, parce que quand ils chercheront des responsables, c'est toi qu'ils iront chercher. Donc pour me protéger, je fais en sorte toujours d'avoir le numéro du RIO de la personne qui se trouve en face de moi. Et bizarrement, ça a le double effet. Non seulement ça me protège, mais en plus ça le protège parce qu'une fois qu'il sait qu'il est identifié, il réfléchit avant d'obéir à un ordre. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, aux manifestants? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait changer dans l'institution? Changer les Peut-être codes, Moi, c'est... je peux Laurent, vous dire, moi, mon point de vue de policier. Il y a quelque chose vraiment qui est détestable quand on est policier. Il faut déjà comprendre quand on est sur un maintien de l'ordre. À la base, on n'est pas hostile aux manifestants. Déjà, souvent même, souvent, on ne connaît même pas les revendications. Il faut savoir que des fois, dans une journée, on fait 3, 4, 5 maintiens de l'ordre différents. On est baladé dans Paris et on ne sait même pas sur quoi on va. Première chose, c'est quand on a des slogans hostiles en face de nous, au niveau du dialogue, c'est très mauvais. Donc même si ce sont que 10% des manifestants qui tiennent ces slogans, vous avez quand même naturellement une tendance à faire un petit peu d'amalgame. Mais n'est-ce pas le rôle de la police, finalement, d'être capable de ne pas faire ces amalgames et de maintenir... Alors, je suis bien d'accord, sauf que vous avez quand même des êtres humains derrière l'uniforme. Moi, c'est ça que Donc, je voulais parler tout à l'heure. C'est vraiment important de dire aux manifestants, quelles que soient les rancœurs, quels que soient les motifs que vous avez de colère, en face de vous, les policiers que vous avez ce jour-là, les gendarmes que vous avez ce jour-là, ne sont très certainement pas ceux que vous avez vus la semaine précédente. Vous avez des êtres humains et bien souvent parmi eux, vous avez des êtres humains qui sont en souffrance également, qui sont en souffrance psychologique, qui subissent également le poids de ce système, le poids de leur hiérarchie, qui sont aussi victimes de ce contre quoi manifestent les manifestants. Je vais vous prendre le cas des manifestations pour les retraites. On est concerné, on est absolument concerné. Et si vous avez des slogans hostiles, mais on part directement sur un très mauvais pied. Déjà, les manifestants, il faudrait qu'ils prennent cette responsabilité-là. Je sais bien que c'est difficile parce que ça leur laisse beaucoup de Sur des responsabilités. mobilisations. Imaginons qu'elle soit prise. Imaginons que nous arrivions à faire en sorte que les manifestants ne scandent plus des slogans anti-police. Est-ce que ça résout pour autant les dysfonctionnements et la crise de la confiance? Alors, ça pourrait faire baisser le niveau de violence de certains policiers, parce qu'effectivement, des fois, on a des actes qui sont zélés. Moi, j'en ai été témoin, j'en ai même été coupable. Ça m'est arrivé de faire preuve d'un zèle qui n'était pas justifié il y a quelques années quand j'étais moi-même en souffrance. Et donc, la première chose que moi j'aurais envie de dire, ça va être difficile à comprendre, mais si les citoyens qui veulent améliorer la société, il faut qu'ils pensent que les policiers sont leurs policiers, il faut qu'ils se les réapproprient et il faut qu'ils les protègent. Il faut aujourd'hui protéger les policiers. Protéger les policiers, tiens, je vais en profiter rôle de la police. Je vais citer le livre, le très très bon ouvrage d'Alexandre Langlois, L'ennemi de l'intérieur. Il faut protéger les policiers de leur administration. Je le dis très clairement, aujourd'hui, le pire ennemi des policiers, c'est leur administration.
Parce que, alors là, on va Mais c'est pas du on va ressort des m'accuser- manifestants, Oh, non, mais non, c'est pas là, du le- ressort le des- souci, c'est c'est le- que- c'est le ressort de tous les citoyens. Et je vais terminer là-dessus. Là, je pense que je vais avoir droit à une petite convocation, voire une procédure disciplinaire. On peut m'accuser notamment de déloyauté. Moi, je vais être très clair. J'accuse les responsables de la police nationale, les directeurs, les sous-directeurs, tous ceux qui ont une part de responsabilité, qui ont des postes à responsabilité, de déloyauté envers les fonctionnaires de police. Parce qu'ils ne font pas ce qui est en leur pouvoir, sciemment ou involontairement, ils ne font pas ce qui est en leur pouvoir pour protéger les policiers. On a vraiment une profession qui est en souffrance, c'est dramatique. Le nombre de suicides, le nombre de cas d'alcoolisme, le nombre de collègues qui sont en souffrance, et vraiment ça me met en colère. Ça me met en colère parce que derrière, en plus, ils osent instrumentaliser ceux qui se sont suicidés en prenant, en les mettant, on va dire, en les affichant comme si c'était les victimes de leur guerre. Non, il y a une partie des policiers qui se suicident à cause de l'administration. À cause de l'administration. Mais c'est comme les violences illégitimes policières, ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas le prouver. Donc, ils ne reconnaîtront jamais des torts qu'ils nient. Mais le premier ennemi des policiers, c'est l'administration, pour moi. Et je suis prêt à le défendre. Hein, je peux aller à l'IGPN, je peux aller en commission de discipline, j'en discuterai avec eux, je leur exposerai mon point de vue, il n'y a aucun problème. Même au tribunal, s'ils estiment que j'ai commis un délit pénal. Et Maxime, Nicole, vous disiez que c'est pas aux citoyens de défendre les policiers. Eh bien justement, si. Parce qu'aujourd'hui, les policiers ont été privés de leur parole. Encore une fois, c'est scandaleux, mais de quel droit un policier n'aurait pas le droit de s'exprimer? Vous savez qu'aujourd'hui, moi, je m'exprime en tant que délégué syndical. Le mandat syndical est censé me protéger. Dans les mêmes limites, alors le code de déontologie dit que j'ai un droit d'expression plus large, mais dans les mêmes limites que le devoir de réserve de ma fonction, en gros. Ce qui ça veut dire quoi? qui veut dire, ouais. Rien, ça veut dire que j'ai pas le droit de parler. Ben moi, le droit, je le prends. Donc si vous estimez que je commets une faute, ben vous pouvez me punir, mais pour moi, ce sera illégitime. Donc ça ne me pose pas de problème. Parce que moi, aujourd'hui, je refuse d'obéir à un code de déontologie qui, par certains articles, est illégitime. J'obéirai à ce qui est légitime. Maxime, Moi, je Nicole, voulais, qu'est-ce je que vous voulais, répondez à... juste préciser un truc par rapport au fait que ce soit des êtres humains. Ça, je pense que c'est logique, on est tous des êtres humains. Mais en face de vous, quand un manifestant vous regarde, vous ressemblez à un Power Rangers, pour rendre ça sympathique. Mais c'est dans le sens, vous êtes équipé lourdement, souvent masqué, parce que maintenant il y en a qui mettent des cagoules, pas identifiables. Donc quand vous avez un manifestant, moi en tant que manifestant, quand je fais en face de quelqu'un qui est équipé comme ça, je me dis, il est où l'être humain? Je cherche en fait. J'essaye de parler, l'ordre est donné de refuser de parler, pour pas qu'il y ait de lien. Donc ça c'est depuis aussi Sarkozy, les policiers ne peuvent pas discuter avec les gens. Comme le dialogue n'est pas possible, alors qu'on défend les mêmes choses, et qu'on se bat pour les mêmes choses à la base. Moi, je me bats pour que tout le monde puisse vivre dignement, c'est policiers compris. Il n'y a pas de distinction. Qu'il soit blanc, black, beurre, petit, grand, que ce soit une femme ou un homme. La justice sociale, c'est une justice sociale pour tous. Donc, pour moi, j'ai pas de conflictualité avec la police. J'ai une conflictualité avec l'utilisation qui en est faite et le fait qu'on déshumanise des fonctionnaires de police pour servir des intérêts financiers. C'est ça qui m'embête. Parce qu'au final, quand on est devant un barrage de police, c'est pas des humains qu'on voit. C'est des boucliers. Mais malheureusement, je ne peux que acquiescer en grande partie, parce que tout est fait pour nous déshumaniser. Et pour pas qu'il y ait de dialogue On entre n'a vous. absolument aucune latitude. Comment on fait pour déshumaniser les policiers? Ça commence très vite. C'est d'abord l'intimidation. C'est d'abord la soumission à l'autorité, l'intimidation, avec ce code de déontologie qui est vraiment, vraiment scandaleux. C'est ce code de déontologie, moi j'aimerais qu'il y ait des avocats qui puissent se pencher dessus et attaquer en justice sa légalité même. Parce que pour moi, il est illégal. Il y a des articles qui sont illégaux. De quel droit on peut interdire à un citoyen français la liberté d'expression? On est soi-disant le pays des droits de l'homme et de la liberté. Mais c'est inscrit sur le fronton des mairies et des écoles. Liberté, égalité, fraternité. On nous a enlevé la liberté. Du coup, puisqu'on n'a plus la liberté de parole, on nous a enlevé l'égalité et on nous enlève même la fraternité. Le policier, en réalité, c'est une des premières victimes de ce système. Et en le rendant victime, vous le mettez en souffrance.
et vous le rendez vraiment très isolé. Je voudrais revenir sur une autre question qui fait l'actualité en ce moment, c'est celle du racisme au sein de la police. Ah. On parle de, alors certains parlent de racisme systémique, certains syndicats, eux, disent qu'au contraire, il n'y a aucun cas de racisme et qu'il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? La question du communautarisme, de la xénophobie, des discriminations qu'il pourrait y avoir dans la police, c'est des questions qui méritent réellement d'être posées, mais qui mériteraient d'être posées de manière apaisée et qui, encore une fois, ne soient pas instrumentalisées ni par les uns ni par les autres pour, encore une fois, qu'il y ait les pour et les contre. Parce que à l'arrivée, c'est toujours la même recette, c'est toujours les mêmes conséquences, c'est de diviser. Diviser, diviser, diviser. Et l'usage, pour moi, du terme racisme concourt à ça, à une incompréhension de la problématique qu'il y a derrière. Mais oui, pour moi, il y a un problème effectivement de discrimination. Mais parce qu'on a un problème de communautarisme en France. Et les policiers ne sont pas coupables de ça. Mais là, ce qui a été dénoncé récemment, il y a quand même eu des dizaines de milliers de personnes qui sont sorties dans les rues, qui sont d'origine maghrébine ou qui sont de couleur, et qui dénoncent et qui affirment subir des discriminations depuis des années, à chaque fois avec la police, et qui disent avoir peur de la police beaucoup plus qu'une personne qui serait blanche. Et on a également eu ces enregistrements qui ont fait scandale, qui sont sortis sur Mediapart et sur Arte, Oui. où on a des propos racistes, pour le coup on peut le dire, tenus par certains policiers. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, je vais encore une fois utiliser les mêmes arguments. Pour moi, le problème de la discrimination raciale ou ethnique, c'est un problème qui est réel. Je ne le dis pas simplement en tant que policier, mais c'est quelque chose dont on est tous plus ou moins témoins, à part dans certaines directions de société ou tous les organes de pouvoir où ils sont tous blancs, donc il n'y a pas de problème de discrimination raciale, hein, évidemment, ils sont tous blancs. Pour moi, encore une fois, il y a un tabou. On n'a jamais réellement abordé cette question-là. Et je pense que la première problématique chez les policiers, c'est que vous mettez une personne avec un uniforme, si cette personne est malheureuse, si cette personne est en souffrance, cette personne va avoir des tendances à rejeter l'autre. Et si l'autre, c'est le maghrébin ou le noir, il rejettera le noir ou le maghrébin. Et il aura ensuite des comportements qui sont absolument condamnables et que je ne justifierai en aucun cas. Par contre, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est raciste. Pour moi, je vois en premier lieu quelqu'un qui est une victime, mais comme peut être un jeune qui vit dans un quartier qui est une victime et qui ensuite devient coupable. Devient coupable parce qu'il a été victime de discrimination ou alors victime de persécution pour certains policiers ou victime de souffrance. Il faut justement rétablir ce dialogue entre les citoyens et leurs forces de sécurité intérieure et dire « mais comment vous allez ? Il faut de la bienveillance, il faut de la fraternité, il faut de l'humanité, il faut se parler. » C'est ce qu'on est en train de faire pour dire « vous, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que vous êtes amené à avoir ce type de comportement ?» Moi, je pense à ces jeunes flics qui ont eu des paroles, comment dire, des paroles condamnables et qui devront être condamnées, Est-ce qu'elles qui ont sont été condamnées ? enregistrées. Est-ce que Mais c'est sanctionné aujourd'hui quand on a fait des pratiques mais pas du tout. discriminatoires dans la police ? C'est toléré, c'est toléré. C'est toléré, je le dis, et là, que l'administration me poursuive. Et moi, je vais demander ce que demande Vigie, parce que j'adhère complètement à ce que demandent mes collègues. Moi, je demande à ce qu'on soit équipé de caméras. Mais pas les caméras que vous nous fournissez, ces caméras qui, ça c'est vrai, elles ne fonctionnent pas. Jamais. Même moi, c'est des caméras à pile. Ah mais non, mais ce sont des caméras qui ont des batteries. Elles ont dû coûter très très cher aux contribuables. Elles ont des batteries qui sont limitées. Équipées de caméras. Elles sont difficiles. Et moi, je voudrais qu'on ait des caméras qui aient une autonomie au moins égale à celle de la vacation, mais dont l'administration ne se réserve pas le traitement de l'image. Puisqu'il faut savoir que les caméras dont sont porteurs les policiers, le policier n'y a pas accès. Les gens qui auront ensuite en possession ces images, c'est eux qui peuvent supprimer ce qu'ils souhaitent supprimer. Donc on enlève encore une fois cette confiance à nos policiers qu'ils puissent être comptables et être maîtres de ce dont ils ont été témoins. Mais ce serait le meilleur moyen de protéger les policiers, ce serait de les équiper justement de caméras. Parce que ça empêcherait certains comportements qui sont pas loin
du harcèlement, ça empêcherait l'intimidation, ça protégerait les policiers des ordres illégitimes ou discutables qui sont toujours donnés oralement. Et c'est pas pour rien que ce n'est pas fait. Maxime Nicole, pour résoudre certains des dysfonctionnements au sein de la police, on a évoqué donc le port des caméras, également de revoir les institutions de contrôle comme l'IGPN. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être faites, qui pourraient aider à regagner la confiance des citoyens envers la police et à améliorer les conditions de travail des policiers et donc à éviter certains débordements? Mais, moi, je pense que déjà, pour avoir confiance en quelque chose, quoi que ce soit, il faut de la transparence. Quand vous voulez avoir confiance envers une personne, si cette personne vous cache des choses ou n'est pas transparente, vous êtes sur la retenue obligatoirement. Ça s'applique dans toute votre vie, que ce soit d'une institution à une autre, d'une personne à une autre. Le problème aujourd'hui avec la police nationale française, c'est pas la police nationale française, c'est pas les gens qui la composent. Certains ont des comportements qui sont illégaux, certains devraient être mis sous la justice comme n'importe quel justiciable. Le problème, c'est la manière dont elle est utilisée. Aujourd'hui, si on veut que les gens... Si moi, par exemple, je voudrais retrouver une certaine confiance en la police, bah oui, déjà, il faudrait supprimer les GPN et créer un organe qui est vraiment indépendant. Il faudrait que tous les policiers portent un équipement de captation vidéo. Ça peut sauver un policier, mais ça peut aussi sauver un manifestant. Un policier qui est trop zélé, qui pète un plomb, là, c'est sur la vidéo. On ne peut pas dire que la vidéo a disparu, comme ça a été le cas, par exemple, avec Jérôme Rodriguez, qui, je le rappelle, a eu un classement sans suite, parce que, soi-disant, les caméras de vidéo sur place ne fonctionnaient pas, et les personnels des forces de l'ordre qui étaient présentes n'ont pas pu être identifiés. Ça, c'est aussi un gros problème. Si on veut avoir confiance en la police, il faut qu'il soit identifiable. Quand vous avez un policier qui pète un plomb, plutôt que tous les citoyens crachent sur la police parce que ce mec a déshonoré l'uniforme et la fonction qui lui a été attribuée, pourquoi ils ne le sortent pas? C'est simplement, on peut être amené du moins à se poser la question de savoir quels sont les intérêts des personnes qui donnent les ordres. Laurent Nguyen. Je vais vous répondre très simplement. Donc, je vous ai cité le livre d'Alexandre Langlois. Je vais citer aussi celui de Noam Manoir, du syndicat Vigie, mais c'est un hasard. Ce sont deux personnes très courageuses qui ont dénoncé des dérives au sein de la police française, que ce soit au niveau du fonctionnement, mais aussi des conséquences en termes de renseignement. Donc c'est des conséquences qui sont très graves, les dysfonctionnements au sein du renseignement. Et eux, bizarrement, ils ont été suspendus. Ils ont été suspendus parce qu'ils ont déplu à l'administration et sur des motifs absolument... et là, très rapidement. Et très rapidement. Donc le problème, c'est cette IGPN. Cette IGPN, elle est, à mon sens, illégitime. Elle n'est pas illégale, elle est illégitime. Il y a eu une recommandation qui a été établie, qui est très claire au niveau de la Commission européenne, sur le fait que les polices européennes doivent être contrôlées par des organes indépendant. Un État démocratique doit avoir une police qui est contrôlée par un organe indépendant. Ce n'est pas le cas en France. On est un des pays qui a le fonctionnement le plus autoritaire et qui se rapproche le plus d'un État totalitaire. J'ai pas peur de le dire. On est dans un État qui est quasiment totalitaire, qui détient quasiment tous les pouvoirs. Et c'est gravissime. Et évidemment, quand vous êtes un policier en bout de chaîne, c'est très 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 difficile de rester humain et d'agir pour le bien public, parce qu'aujourd'hui la police française, elle obéit directement aux gouvernants. Les nouvelles lois de sécurité intérieure qui ont été établies, mais elles sont extrêmement dangereuses. Il faut vraiment que les gens se rendent compte de la gravité de l'état dans lequel on est. Aujourd'hui, j'ai encore plus ou moins la liberté de parler, mais dans 10 ans, ça nous vaudra peut-être la prison de tenir ce genre de discours. Les lois de sécurité intérieure, il faut savoir ce qu'elles prévoient. Elles prévoient le contrôle et la surveillance des masses. Même moi, aujourd'hui, je peux légalement, je ne dis pas que ce soit légitime, mais légalement, je peux être mis sous surveillance. C'est peut-être déjà le cas d'ailleurs. Aujourd'hui, vous portez des accusations qui sont quand même... Ce ne sont pas des accusations, non, c'est un constat. Est-ce que vous avez peur? Non. Vous n'avez pas peur des représailles? Absolument pas. Aujourd'hui, justement, c'est ce qui m'a libéré, c'est ce qui m'a rendu mon humanité, c'est de me libérer de mes peurs. Je n'ai pas peur. Et je le dis très clairement, je n'ai pas peur pour moi, je n'ai pas peur pour ma famille. J'ai
tellement vécu dans la peur qu'aujourd'hui, avoir retrouvé, même trouvé cette humanité, ça n'a pas de prix. De quoi pourrais-je avoir peur? De représailles éventuellement au niveau... Non, c'est pas grave, ce sera au pire, ce sera des représailles financières. Moi, j'essaie de quitter la police, ils n'arrivent pas à me donner ce que je demande parce qu'ils sont tellement pris dans leur impotence que même nous donner la possibilité de partir, c'est aujourd'hui difficile. Donc peut-être qu'ils vont me poursuivre, que je serai viré. Bon, bah déjà, ils auront peut-être un effet Barbara Streisand qui leur coûtera plus cher que ce que ça leur rapportera. Et puis d'autre part, j'ai pas peur. Ce que j'ai, je l'ai déjà gagné. Et je peux vous dire, j'ai pas peur de dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment de vivre dans une démocratie. Un État un système politique dans lequel on vote tous les 5 ans pour une personne qui obtient de facto les pleins pouvoirs et qui sert des intérêts qu'on peut facilement identifier. Comment voulez-vous être heureux en tant que policier dans un État non démocratique? Justement, ça, je voulais rajouter Voilà. un truc là-dessus par rapport à Voilà, comment moi- récupérer la confiance de la Mais police. c'est ça, en fait, à la base. Et je in vais fine, même aller il est plus loin, là, c'est la solution l'État est là. met en danger les citoyens en ne prenant pas soin de la police. Je m'explique. Parce que là, il y en a beaucoup qui vont regarder la vidéo et qui vont me dire, Maxime, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais moi, je comprends bien. Il n'y a pas de suivi psychologique. Non. Et comme il n'y a pas de suivi psychologique, et que vous êtes des êtres humains comme nous, à un moment donné, l'être humain, il a ses limites. Et quand vous mettez sous pression quelqu'un, obligatoirement, à un moment, le barrage psychologique, il cède. Quelqu'un qui ne peut plus se calmer soi-même, à un moment donné, il devient dangereux pour soi-même et pour les autres. Ah, mais Sauf que c'est clair. la différence entre un manifestant qui pète un plomb et qui vient à lancer un pavé, une canette, ce qui est répréhensible par la loi, est-ce que, voilà, on pourra en discuter aussi, mais la différence, c'est que lui, il n'a pas une arme dans les mains, et qu'un policier qui pète un plomb, lui, il a potentiellement un 9 mm, puisque vous avez tous un 9 mm sur vous, armé, chargé, prêt à tirer, un LBD si vous êtes équipé, et potentiellement un cougar qui, à bout portant, peut être mortel aussi. Donc, un policier qui pète un plomb, il est potentiellement dangereux. Qui fait en sorte que ce danger existe? C'est encore une fois les mêmes responsables, une administration qui met en danger des citoyens en faisant péter les plombs à des flics. Pourquoi? Bah, aujourd'hui, on l'a vu, il y a combien? Il y a Zineb Redouane qui est décédé, il y a Steve Maya-Canisso qui est décédé, il y a Cédric Chouilla qui est décédé, il y a plus de 25 personnes qui ont perdu un œil, 5 personnes qui ont perdu une main, et on ne compte pas les fractures dues aux grenades de désencerclement qui contiennent des explosifs militaires, le classement du LBD 40 qui n'est pas encore fait, donc on ne sait pas si c'est une arme de guerre, on ne sait pas si c'est une arme de Considéré telle ou comme telle. tel. Voilà, en tout cas, c'est des armes qui peuvent factuellement causer des dégâts sur l'être humain qui sont très importants, briser des vies, clairement, ça brise des vies. Et aujourd'hui, les responsables de tout ça, alors le tireur est responsable de son tir, mais si ce gars-là, on avait fait attention à ce qu'il pète pas un plomb, si ce gars-là, on avait fait attention qu'il soit peut-être muté 6 mois avant, parce que ça fait 4 ans qu'il demande à être muté, peut-être que ce serait pas arrivé. Sauf que les intérêts, encore une fois, ils sont économiques, ils sont politiques, mais ils sont pas humains. Moi, je vais répondre sur la question du LBD. Alors, le LBD, moi, je suis habilité tireur LBD. Je suis un des premiers tireurs LBD habilités dans la zone sud-est où j'exerce. Lors de notre formation, on nous précise que c'est une arme qui est extrêmement précise. Lors des tirs, on voit qu'il y a des énormes variations, notamment selon les cartouches qu'on utilise. En plus de ça, les cartouches, elles ont été modifiées il n'y a pas longtemps. Donc, vous n'utilisez pas les cartouches du manufacturier suisse, vous utilisez des cartouches qui sont commandées. Il y a eu des différences. Donc, c'est d'ailleurs l'Axe de défense qui a utilisé un des rares policiers qui a été poursuivi pour un tir de LBD qui posait question pénalement. Il a argué du manque de précision de l'arme. Donc, moi, j'ai un vrai problème sur la question du LBD. Je l'ai dit tout à l'heure par rapport aux manifestations de 2016. Ce moyen de défense, on en a été privé. Et sur le terrain, vraiment, quand on a été pris à partie, ça nous aurait été vraiment utile. On a eu des blessés graves chez nous. On a eu des blessés qui ont eu des conséquences, qui ont encore des blessures graves, voilà. des séquelles. Les séquelles, merci. Notamment dans ma compagnie, et je pense à eux parce qu'ils ne sont pas reconnus, ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils mériteraient. Il y a eu des collègues qui ont été visés par des cocktails Molotov qui sont potentiellement létaux. Et vraiment, on aurait aimé avoir le LBD dans ces circonstances. Mais ce sont des circonstances très précises où vous faites face à une foule où tous les individus se rendent coupables collectivement d'une agression. Par contre,
utiliser le LBD dans un cadre de maintien de l'ordre où vous avez un individu isolé au milieu de personnes qui sont innocentes s'ils n'ont pas commis de délit, En plein milieu de gaz lacrymogène, Et de en- la et visibilité. qui bouge. si cette arme n'est pas précise, mais on ne peut pas l'utiliser dans ces cas-là. Vous avez parlé de légitimité, mais pas de légalité. Est-ce que depuis le début de l'exercice de vos fonctions, est-ce que vous avez constaté des pratiques illégales ou des ordres qui auraient pu Oui. être illégaux ou à la limite de l'illégalité? Oui, j'en ai constaté, mais j'en ferai pas étalage ici parce que si j'avais quelque chose à dire, il fallait que je le dise à ce moment-là. Oui, j'ai constaté des pratiques qui étaient pas légales, qui n'étaient pas dignes. Je vous dis, moi-même, j'ai pu être un policier qui faisait preuve de zèle ou parfois d'un discernement qui aurait pu être discutable. Et je ne peux pas après faire étalage de ça. Par contre, la notion de légalité et de légitimité est pour moi quelque chose vraiment de prépondérant. Parce qu'aujourd'hui, on a des lois qui sont très 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 restrictives, qui permettent à nos autorités de faire usage de beaucoup de dispositifs, notamment sur le fait qu'on ait des dispositifs d'exception. Et quand l'exception devient la règle, on arrive dans un état qui est quasiment un état policier. On a eu ces états d'urgence, on a eu les lois sur la sécurité intérieure, sur la surveillance, les choses comme ça. Nous, on le voit, on les subit aussi. C'est-à-dire que nous, on avait dans tous les nombreux textes qui sont parfois inintelligibles, qui régissent la police et les policiers et les CRS, c'est encore des textes particuliers. On a des droits des règlements qui nous protègent, parce qu'on ne dépend pas du Code du travail, on n'est pas protégé par le Code du travail. L'administration, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Les fonctionnaires, ils sont très très maltraités, ça, il faudrait le savoir. Et sauf exception. On a toujours ce sauf exception. Alors, on a le droit à 8 heures de repos. Avant, c'était précisé comme ça. Le fonctionnaire en CRS a le droit à 8 heures de repos, sauf maintien de l'ordre exceptionnel. Mais maintien de l'ordre exceptionnel, on en avait 100 par an. On fait comment? Moi, ça m'est arrivé de travailler 24 heures de suite. Mais vous faites comment pour faire preuve de discernement au bout de 24 heures sur la voie publique? Et sur des trucs qui sont complètement bidons. Vous faites la veille, vous faites des violences du 13 juillet, la prévention des violences le 13 juillet. Vous enchaînez sur le défilé des 14 juillet à faire le clampin, la plante verte sur les Champs-Élysées pendant des heures. Et derrière, vous réenchaînez sur les violences urbaines. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut protéger les policiers. Parce qu'un policier qui est mis dans cette situation-là est dangereux. Malheureusement, comme c'est vous qui l'avez dit, un gilet jaune, est dangereux même pour lui-même. Maxime Nicole, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que nous achevions cette discussion? Je suis assez... Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais en gros, on est dans une société où tout le monde identifie le problème. Tout le monde sait d'où ça vient. Et on perd du temps, il y a des vies qui s'en vont, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui... Et je me dis, des fois, il faut juste un petit truc pour que les choses changent. On peut des fois avoir, je sais pas, se battre pendant des années et rien d'obtenir. Et des fois, il suffit d'un déclic, un truc, qui change tout. Et j'aimerais bien que ça se passe vite parce que... le temps est compté. Je vais vous dire honnêtement, parce que là, on a une discussion qui est d'homme à homme, d'humain à humain. Mais on va pas se cacher, on va pas se mentir non plus. La colère, elle monte dans le pays. Pas forcément que contre les flics, mais il y a une colère due à une injustice monumentale qui est en train de monter. Et j'ai pas l'impression que les gouvernements font en sorte d'apaiser tout ça. J'ai l'impression que, tiens, il y a eu le Covid, il y a des boîtes qui vont fermer, on va rajouter une petite réforme des retraites, on va rajouter une petite réforme de ceci, petite réforme de cela, toucher aux dividendes, oh non, jamais, toucher aux actionnaires, vous êtes fous. Par contre, toucher la petite retraitée, toucher à l'infirmière, privatiser ceci, fermer cela, virer celui qui a parlé, le bon flic qui parle, lui... on va essayer de le sortir de la police, ou alors il va se tirer une balle parce qu'on lui met une pression de dingue. Et moi, je trouve ça... Enfin, pour moi, quand j'entends qu'un policier s'est suicidé, je me dis, ça se trouve, c'est un bon flic de moins. Ça fait chier. Et ça se trouve, il avait des enfants. Ça fait chier. Quand j'entends un agriculteur qui pète un plomb et qui se suicide, parce qu'il y a des agriculteurs qui se suicident tous les jours, des infirmières qui se suicident tous les jours, je me dis, à un moment donné, on sait tous d'où vient le problème, on sait tous qui a le pouvoir et qui l'utilise pour ses intérêts. Et on est en train de faire partir ce qui était un beau pays, parce que moi, je suis vraiment amoureux de mon pays. La liberté, l'égalité, la fraternité, c'est quelque chose enfin, je veux dire, normalement, nulle part ailleurs, dans le monde entier, la France rayonne par ses valeurs.
Et en fait, j'ai l'impression que c'est un vieux tableau qu'on dépoussière en disant voilà, c'est ça la France. Mais ça fait longtemps qu'elle est plus comme ça. Quand vous parliez d'état totalitaire, je pense pas qu'on est encore dans un état totalitaire, mais je pense qu'on y va. Et on prend clairement ce chemin-là. Quand on entend un Balkany qui se balade à la fête de la musique parce que soi-disant ça va pas, il peut pas être en prison, mais il peut danser à la fête de la musique, n'importe quel justiciable serait allé en prison. Moi, j'ai eu affaire à la justice parce que j'ai commis un délit dans ma vie. J'ai eu un casier judiciaire parce que j'ai commis une infraction. J'ai pas demandé de délai pour me protéger, j'ai fait face à la justice, j'ai admis mes fautes et j'ai payé. J'ai été condamné à faire de la prison ferme et de la prison avec sursis, prison ferme transformée en travaux d'intérêt généraux, parce que c'était une peine qui était inférieure à 3 ans, 3 mois ferme exactement. Donc j'ai payé ma dette à la société parce que j'ai commis une infraction, et je trouve ça totalement normal. Quand on fait le con, on assume. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui font le plus les cons, ceux qui volent le plus les Français, mentent le plus aux Français, c'est pas ceux qui sont dans les banlieues, au contraire, c'est ceux qui sont dans les bancs de l'Assemblée nationale et qui ont des costards cravates. Et je pense que vous, comme moi, on morfle à cause de ces gens-là. Je voudrais que les gens ils se rendent compte que la situation elle est vraiment en train d'évoluer dans un sens qui est dangereux, qui est inquiétant, et qu'il y a une majorité silencieuse qui n'a pas conscience de ce qui se passe. C'est pas parce que vous n'avez rien à vous reprocher aujourd'hui qu'il faut vous inquiéter. C'est que demain, si ça continue comme ça, on va se retrouver dans une société à la chinoise où on sera noté, où on pourra nous priver de nos devoirs civiques, de nos droits civiques. Et vraiment, le danger, c'est qu'on arrive dans une société où on ne pourra plus réagir, où ce sera trop tard. Et il faut réagir, il faut suivre Le Vent se lève, il faut suivre Maxime Nicole, il faut suivre des gens comme Noah Manoir, comme Alexandre Langlois. Vous faites passer un message très fort aujourd'hui aux citoyens. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux policiers? Qu'est-ce que vous diriez aux autres CRS Exact, comme vous? je leur dirais exactement la même chose, sauf qu'avec encore plus de sympathie et de bienveillance, parce que j'effectue ce métier. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, mon message, il vise juste à être bienveillant. J'aimerais avoir tort, dire on vit dans le plus beau des pays du monde, dans la plus belle démocratie, où chaque citoyen peut exercer son pouvoir souverain de citoyen. Bon, voilà, j'arrive pas à le croire. J'aimerais que les policiers se rendent compte que ils n'ont pas de raison d'avoir peur de l'administration, ce devoir de réserve, on peut le contester, on peut le critiquer, on peut remettre en question. Ça ne veut pas dire désobéir, hein. Ça veut dire exister en tant qu'être humain et faire preuve du plus grand discernement possible, du plus grand recul possible, de penser à eux, de penser à leur bien-être. Et vraiment, s'il y a des policiers qui sont en souffrance, ne commettez pas l'irréparable. Vaut mieux un arrêt de travail qu'un suicide. L'arrêt de travail, demandez de l'aide. Demandez pas de l'aide à l'administration. Et ça vaut pour tous les métiers. Demandez pas de l'aide à l'administration. Vous pouvez nous contacter à Vichy. Vous pouvez contacter n'importe qui en dehors. Mais c'est tellement dramatique de penser qu'un policier, une policière, un gendarme met fin à ses jours. Vous avez beaucoup parlé de la responsabilité de l'administration. Est-ce que vous diriez aux policiers de se rebeller contre cette administration? Non, certainement pas. Non, je dis, il faut pas, j'appelle pas une révolution violente et radicale dans la société ni avec l'administration. Il faut déconstruire ce qui ne fonctionne pas et reconstruire quelque chose qui fonctionne. Et ensuite, libérez votre parole et soyez bienveillants les uns envers les autres, même si quelqu'un est en désaccord avec vous. N'en arrivez pas au rejet, à la violence. C'est pas du tout un discours de bisounours, c'est un discours vraiment courageux. C'est difficile aujourd'hui d'être bienveillant et de refuser le rejet de l'autre. Donc réapproprions-nous notre pays, réapproprions-nous notre humanité, notre vie. Écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Laurent Nguyen d'avoir eu le courage de venir sur notre plateau aujourd'hui. Merci à vous Maxime Nicole également d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cet échange constructif et enrichissant. C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à suivre Le Vent se lève sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, à partager cette vidéo. Et si vous appréciez notre travail, vous pouvez faire un don à l'association Le Vent se lève sur Hello Asso. Et puis moi, je vous dis à bientôt.
La justice protège les pédophiles. En bas cette complicité de merde!